Nous avons ce soir un conseil communautaire avec un ordre du jour qui n'est pas très chargé. Ça laissera la place à tous ceux qui le souhaitent de prendre la parole sur les sujets. On a un assez gros chapitre ressources humaines. Et maintenant que tout le monde est assis, je me propose de démarrer. Alors, nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Marie-Yvonne Thébault qui remplace son maire, Monsieur Jean Bogerman. Et puis on a Pascal Cousin qui est là, voilà, qui remplace Muriel Buisson. Ensuite, nous avons un certain nombre de pouvoirs. Donc Michel Renaud a donné pouvoir à Jean-Pierre Marazzi. Alexandre est là. Non, il n'est pas là. Qu'est-ce que je dis ? Alexandre Blanda a donné pouvoir à Yanis Bonnet. Patrick Poncenaille a donné pouvoir à Martine Leroy. Annie Millard à Carole Tabac-Gruau. Corinne Colonel à Gilbert Liénard. Sandra Tixier-Maudry à Yves Ravet. Jackie Scholler à Jocelyne Verneau. Et c'est tout. Je vais faire passer les fiches de présence. Voilà. Nous avons ce soir des conseillers excusés. Plutôt, on a Nadège qui est excusée, Nadège Coquillat. Concernant les secrétaires de séance, je vais proposer à Martine d'être secrétaire de séance, qui accepte. Oui. Merci beaucoup. Je vous demande si vous avez reçu et si vous approuvez bien le PV de la séance du 3 juillet, notre dernière séance de conseil. Je n'ai pas distribué les dossiers. On discutait, je n'ai même pas distribué les dossiers. Ils sont plus de la moitié pour moi. Donc, alors, je distribue. Voilà. Là, ça c'est par là. Et ça aussi. Ça, là. Alors, dans l'ordre du jour, nous avons maintenant le débat nécessaire sur les ZAER. On va aussi communément souvent appeler ZAENR. Je vais me retourner et me lever parce que ça doit être projeté là. Hop. Il y a cette technologie. On va s'occuper. Alors, c'est un débat qui permet de faire le point sur les zones d'accélération définies par les conseils municipaux. Donc, le dispositif, je ne vais peut-être pas vous dire, vous le connaissez, toutes les communes ont quasiment délibéré maintenant. La dernière en date, ça doit être Caux, si je ne me trompe pas. Mais il doit rester, je ne sais pas si ça apparaît, mais peut-être qu'il doit rester une ou deux communes qui n'ont pas encore délibéré. Ah oui, pardon. Je prenne l'autre parce que Manuela me dispute, ça n'enregistre pas sinon. Le bulletin, nous l'avions déjà fait, ça avait été un premier point d'étape. Nous en avons un autre à faire maintenant en septembre 2025. Donc les communes ont donné leur avis, les concertations avec les syndicats, bien sûr. Les débats ont eu lieu en conseils municipaux. Ils peuvent aussi avoir lieu aujourd'hui si vous le souhaitez, à condition pour ça d'avoir pris le temps de bien regarder les dossiers, parce que c'est quand même des sujets complexes. Hein. Et puis ensuite, donc ça définit la production d'électricité, soit en photovoltaïque au sol ou en toiture, l'éolien et l'hydroélectricité. Alors ensuite, Karine nous a fait une approche par
par mode de production, en fait, hein, c'est bien ça. Elle est pas là, Karine? Non, elle est pas là. Donc ça, c'est une mise à jour. Il n'y a pas Cône dedans, et les dernières communes qui ont dû délibérer en septembre ne doivent pas y figurer. Donc ça nous montre ensuite la production ceux qui ont choisi d'autoriser la production d'électricité en toiture ou en ombrière. Donc, si vous voulez, Karine, voilà, on a les communes qui ont choisi pas sur la totalité de leur commune, pas forcément, mais qui ont choisi euh, de, de, de proposer ce mode de production. Ensuite, la production de chaleur, biomasse, géothermie, solaire thermique. Donc là, on a assez peu de communes. La méthanisation. Et puis, oui, ça c'est un parallèle qu'on a fait sur le Natura 2000 et puis la réserve qui va de la Charité à Tracy. Ensuite, alors bilan département de la Nièvre à titre informatif. Le nombre de communes, ouais, toujours par mode de production. Je ne vais pas vous donner tous les chiffres, vous les avez, c'est des statistiques, hein. Alors le suivi, là, on voit Cône est passé défini. Alors c'est quoi? Arrêté? Ah oui, en bleu, c'était arrêté au 15 avril 2024 et en vert, arrêté au 15 mars 2025. Parce que vous savez, on devait délibérer normalement, je crois que la première mouture, c'était 31/12/2023, il me semble. Hein, très peu de communes avaient délibéré à ce moment-là, ça avait été très précipité. Mais là, maintenant, nous, on a bien avancé, comme la plupart des communes du département. Hein. Ensuite, alors on reprend, bah oui, le calendrier. Là, on est dans la phase, dans cette, on peut dire, ultime phase de concertation pour nous, EPCI. Maintenant, comme je l'ai dit à chaque fois, on n'a comme pas vocation à revenir sur les décisions des communes. Donc ensuite, voilà. Donc, bon. C'est censé ouvrir la discussion si vous avez envie de parler de votre commune, d'une autre commune dont vous auriez connaissance. Voilà, c'est quelques statistiques pour ouvrir les discussions. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole sur le sujet ou, je dirais pas aurait des questions parce que moi, en tout cas, je peux pas répondre sur les délibérations des communes autres que la mienne, mais chacun peut répondre pour. Oui, c'est un débat qui doit avoir lieu en conseil communautaire. Sachant que WICO a délibéré la semaine dernière, donc c'est. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Est-ce qu'il y a des communes qui pourraient être en difficulté, qui auraient besoin de conseils? Enfin, c'est pas forcément le moment, mais voilà, tout est possible, quoi. Hicham? Il faut que tu restes appuyé sur le bouton rouge à droite.
Le bouton est au centre, donc ça règle le problème. Oui. Donc, bon, moi, j'avais pas vu... J'ai bien vu qu'il y avait noté débat, mais j'avais pas vu parce qu'on n'a pas eu de note de synthèse là-dessus. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être pour un prochain conseil communautaire au moins d'avoir une petite synthèse de ce qui a été vu. Bon, les ZAER, en fait, on nous demande de débattre sur un truc qui ne sert à rien et qui ne va rien apporter. Donc, ça a l'avantage éventuellement de faire débattre quand le débat est le plus éclairé possible, mais ça peut quand même apporter quelques incohérences parce que c'est pas prescriptif en fait. Comment est-ce que une des questions que je pourrais poser, c'est comment tout ce travail pourra être pris en compte ou sera pris en compte par la communauté de communes dans le cadre de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale. Donc moi, ça, c'est une question que j'aimerais éventuellement poser puisqu'on est dans un débat communautaire. Puis ensuite, c'est de savoir aussi quel est le calendrier du SCOT, parce que là, je viens de savoir où on en est sur ce volet-là. Mais bon, voilà, encore un truc qu'on nous fait travailler pour rien. Parce qu'il y a... On est tous d'accord. On sait que ce ne sera pas restrictif, que si un porteur de projet voulait aller loin, il pourra peut-être porter des projets en dehors des ZAENR. Bon, j'ai pas le calendrier du SCOT en tête. Yannis, tu as des infos à nous donner là? Non, peut-être pas. Ouais. Je te laisse le micro alors et puis. Oui, bonjour à toutes et à tous déjà. Pardon. Oui, à la première question sur la prise en compte de ces zones d'accélération des énergies renouvelables, effectivement, elles ont été une donnée d'entrée pour traiter les questions d'énergie dans le SCOT. Donc effectivement, celle qui avait été délibérée avant nos travaux avait été prise en compte. En tout cas, ça a été des informations assez importantes qu'on sans doute permis qu'on avance un peu plus vite sur ces sujets-là. La question du calendrier du SCOT, on a des discussions effectivement qui sont ouvertes et qui ne sont pas closes avec la question départementale des territoires et puis avec la préfecture. Enfin, Sylvain, je crois que tu dois rencontrer, oui, Madame la sous-préfète et la préfète sur les sujets de trajectoire foncière, puisqu'effectivement, l'idée, c'est de pouvoir négocier avec l'État pour optimiser au mieux, je dirais, le solde du foncier qui nous permettrait de pouvoir conduire des projets de développement sur la commune. Toujours est-il que sur la question du délai concernant le schéma de cohérence territoriale, on se trouve à un moment où on a un report de la date d'arrêt du SCOT. On avait effectivement toujours dit qu'on arrêterait ce schéma de cohérence avant la date des élections municipales. Et là, aujourd'hui, effectivement, on est sur un report de l'arrêt du SCOT après les élections municipales. Donc, on devrait avoir, une fois qu'on aura clos le sujet de la trajectoire foncière, un nouveau débat sur le projet d'aménagement stratégique, puisqu'on a une révision de la trajectoire foncière, de fait, et donc on doit redébattre ensemble du PAS, et ça, est effectivement, normalement avant mars 2026. Une des épines que nous avons sur la trajectoire ZAN, c'est le parc solaire de Tracy, qui est un projet bien antérieur à toute délibération sur le ZAN et sur les ZAER. Donc on se bat pour qu'il soit sorti de notre consommation foncière, ce qui changera les moyennes de consommation sur toutes les années qui suivent et qui devrait nous permettre d'avoir quelque chose qui nous convienne mieux au niveau de la trajectoire ZAN et des potentiels de construction. Hicham. Et puis, puisque tu vois la préfète, il faut aussi... je ne sais pas comment va avancer le dossier de l'hôpital, mais on va dire qu'il va avancer. Mais il y a aussi une emprise foncière là-dessus qui est comptabilisée dans toute cette surface-là, on ne peut plus elle est comptabilisée, donc comme une surface, de toute façon,
voit les chiffres, hein. En gros, d'ici 2050, on n'a plus le droit d'artificialiser quoi que ce soit. Donc, puisqu'on a déjà dépassé on a déjà respecté la loi, finalement, puisqu'on est au taquet, on sera à zéro normalement d'ici 2050. Si j'évoquais le SCOT et par rapport à la réponse qui a été dite et que des éléments seraient pris en compte, moi j'invite à la plus grande prudence sur les transpositions qui pourraient être faites de ce qui a été vu dans le cadre des différents débats municipaux sur les zones, sur les ZA, je sais plus ce que c'est, mais sur les ZAER. Un exemple, je cogne par exemple à 500 mètres autour des sites protégés, les sites historiques de chez nous, donc il y a plusieurs sites qui sont protégés, 500 mètres, 500, etc. Pas de possibilité de mettre du photovoltaïque sur des toitures. Bon, on peut comprendre que face à une église ou pas très loin, ça peut être gênant. Mais une personne qui a une maison avec une dépendance qui ne se voit pas de la rue et sur laquelle on pourrait mettre du photovoltaïque, si on retranscrit tel que c'est ça a été vu dans le cas des ZAER, ça pose un souci. Si vous avez une friche qui est à 500 mètres pas très loin d'un site, exemple derrière la gare de Cosne, vous êtes dans le périmètre de 500 mètres, vous ne pouvez plus rien faire parce que c'est du protégé. Donc, autant les ZAER, on va dire que ça a amené les élus à réfléchir. Et puis ça a surtout été mis en place, il ne faut pas se cacher, pour éviter le développement des éoliennes sur certains territoires, parce que ça faisait un débat et des gros dissensus au niveau national. Mais autant là, j'invite vraiment à la plus grande prudence quand on aura à élaborer nos documents et notre SCOT en particulier, à faire vraiment attention à ne pas aller dans des choses qui au départ initialement partiraient d'une bonne volonté, mais qui seraient hyper restrictifs après, notamment par rapport aux exemples que je viens de citer. Merci pour toutes ces précisions. Est-ce que sur ce sujet, quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole, partager une expérience? Enfin, c'est un débat où on peut exprimer ce que vous souhaitez. Donc, si personne ne souhaite prendre la parole. Allez. Daniel. Il faut l'allumer à droite, par le bouton rouge. Quand l'écran est allumé, c'est bon. Voilà, là c'est bon, tu peux maintenant allumer sur le bouton de milieu. Oui. Allez, voilà, c'est bon. Personnellement, moi j'ai défini des zones et j'ai un agriculteur qui est venu dernièrement. Au départ, il n'en voulait point. Et puis maintenant, il fait tout pour en avoir. Et il a une société qui lui a monté un dossier. Donc, j'ai appelé Erika pour savoir si je pouvais modifier. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, que ce qui est validé aujourd'hui, il suffirait de prendre une délib modificative et on pourra rajouter les zones selon les besoins. Donc, je rejoins un peu ce que dit Hicham, c'est bien, mais à la limite, rien n'est arrêté. Donc, quiconque voudra faire quelque chose à un endroit ou à un autre, il y aura toujours possibilité de rajouter, quoi. C'est une info qui a même pas 24 heures. Tant que le conseil municipal est d'accord, c'est pas trop grave. Ce qui risque de poser un jour un problème, c'est si on a vraiment des porteurs de projets qui veulent tordre le cou au conseil en essayant de passer des projets où on ne souhaite pas. Là, ce serait quand même plus embêtant. Et on nous a quand même un peu dit du côté de la direction départementale des territoires que ce serait quand même sans doute possible que voilà. Voilà. Sauf que là, c'est le cas typique. Si ce que tu as défini dans le cadre du ZAER est pris en compte dans le cadre du SCOT, c'est le SCOT qui est opposable. Donc ensuite, si tu modifies ton ZAER, il faut que tu modifies ton PLU. Il faut éventuellement en fait, tu ne peux pas le faire parce qu'il faut que ce soit conforme avec le SCOT, donc c'est mort. C'est pour ça, moi, j'invite à plus grande prudence, non pas sur ces ZAER qui ne servent à rien, mais plutôt sur ce qui sera mis dans un document qui pourrait empêcher de faire des modifications. C'est ça que je dis. Donc oui, c'est possible, mais si au-dessus, c'est permis. Et au-dessus, c'est ton PLU et le SCOT. Et quand le SCOT prendra ce que tu as arrêté dans le cadre de ton ZAER, on va dire l'année dernière, et que tu veux le modifier dans un an, ce ne sera pas possible. Pour ça, il faut être prudent sur ce qui sera mis dans le SCOT. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole sur ce sujet ?
écoutez, je pense qu'on peut prendre acte du débat qui a eu lieu sur ce sujet des ZAER. Qu'est-ce que j'ai fait du dossier? Je ne sais plus. Non, je l'ai rattrapé. Je regarde. Tout le monde est d'accord? Oui, on prend acte. Le débat a bien eu lieu. Je vous remercie. Nous avons maintenant une délibération un peu particulière parce que en fin de mandat c'est rare, mais malheureusement on doit, je vous le résume, on doit remplacer notre ami regretté Daniel Gillonnier qui était élu de Cœur de Loire titulaire au PETR. Je vous rappelle quels sont les titulaires et suppléants actuels. Alors il y a eu différents changements depuis le début du mandat. Il y a des gens qui partent, etc. Donc il y a eu, dans les titulaires actuels, on a Frédéric Couturier, Michel Barrière, Patrick Bondeux, Hicham Bougila, Françoise Crotet-Fija, Yves Ravet, Raymond Levent et moi. Dans les suppléants, nous avons Pascal Knop, Marie-France Laurier, Patrick Crapeau, Jacques Hicheler et Thierry Beauvais. Je ne le fais pas très souvent, mais plutôt que d'ouvrir dans un premier temps, je vais déjà vous dire ce que je vous propose. C'est un avis du bureau. Je vous propose de nommer le successeur de Daniel à la mairie de Cône, qui est donc Gilbert, en tant que titulaire au PETR Val-de-Loire-Nivernais. Bien sûr, ce n'est qu'une proposition. S'il y a un autre candidat, on procédera à des élections, etc. Mais Gilbert lui ayant succédé, je trouverais normal, comme le bureau d'ailleurs a trouvé normal qu'on puisse le proposer directement à Gilbert. Est-ce qu'il y a un autre candidat? Bon, écoutez, je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? Gilbert, donc tu seras titulaire. Et tu n'as pas pris part au vote, évidemment, en tant que candidat. Tu n'as pas voté pour toi. Mais comme personne n'était contre... Alors maintenant, je vais vous faire part du rapport social unique, ou plutôt des rapports, puisque nous avons ce soir à valider deux rapports, celui de 2023 et celui de 2024. En fait, il y a une raison essentielle, c'est que nous avions reporté à un moment la présentation du 2023, et ensuite on ne l'a pas repassé en instance. Du coup, on doit valider les deux. Le rapport social unique s'articule autour de 10 thématiques. L'emploi, le recrutement, le parcours professionnel, la formation, les rémunérations, la santé et la sécurité au travail, l'organisation du travail et l'amélioration des conditions et la qualité de vie au travail, l'action sociale et la protection sociale, le dialogue social et la discipline. Donc, je pense que vous en avez pris connaissance. Quelques grands chiffres. Par exemple, les effectifs au 31 décembre 2023, nous avions 153 agents, 104 fonctionnaires, 33 contractuels permanents et 16 contractuels non permanents. Ensuite, on les a par filière. On peut se dire que la variation d'effectifs, c'est qu'on a eu plus 1% de fonctionnaires et moins 5,7% de contractuels, avec un ensemble quasi stable, puisque à un agent près, vous savez, il suffit de regarder au moment où on fait la stat, il y a quand même un peu de turnover, il y a un peu de rotation de personnel. Donc, si on fait un moment la stat, on peut être exactement au même chiffre, ou on peut varier de 1, 2, 3 ou 5. C'est en ce moment, et comme tout le temps, on recrute des agents. Il y a des agents qui changent de collectivité, qui changent de région, qui changent d'envie, et ça c'est la vie de tout le monde au travail. Ça définit aussi, ce rapport social unique par exemple, les accidents de travail, 3 en 2023. Ça vous précise quel est le nombre d'handicapés, donc agents de la communauté de communes, 7 en 2023, et je vous le dis de mémoire, mais je crois que c'était autant en 2024. Alors je les ai lus plusieurs fois, mais je n'ai pas tous les chiffres en tête, veuillez m'excuser.
sur le rapport social unique de 2024, on a également 153 agents, et on voit qu'on a un fonctionnaire de moins, par exemple. Bon, c'est pas significatif, hein, on a la répartition homme-femme aussi qui peut être intéressante, puisque l'État impose beaucoup de choses sur la parité. On voit que nous, pour les agents, évidemment, aucune parité n'est exigée, mais on a beaucoup plus de femmes, hein, c'est pas une surprise dans notre collectivité, que d'hommes. Hein, c'est... Alexandre tout seul à la table des cadres de la collectivité. Voilà, bon, je pense que vous en avez pris, connaissance. C'est quand même assez enrichissant. Hein. Voilà. Portez d'autres chiffres si vous souhaitez. Et je vais vous demander si vous avez des questions, parce que si je vous lis les rapports, je vais vous endormir. Donc j'ai pris quelques chiffres comme ça. Et je peux après répondre à quelques questions, mais vous me dites si vous avez besoin de précision. Je trouve que c'est vraiment une synthèse intéressante. Est-ce qu'il y a des questions? Écoutez, je vous remercie. Donc, je vous propose de prendre acte de la présentation du RSU au titre de l'année 2023, jointe à la présente délibération. Et je vous propose également de prendre acte de la présentation du RSU au titre d'année 2024, qui est jointe à la présentation. Je vous remercie. Alors ensuite, on a 3 délibérations qui sont... Alors, on a déjà le tableau des effectifs. Attendez, avant, on a le tableau des effectifs, il ne faut pas que je me mélange. Parce qu'après, on a des sujets assez techniques. Dans le tableau des effectifs, on a 2 modifications. Un poste de cadre d'emploi des adjoints techniques à temps complet pour exercer des fonctions d'ambassadeur de tri. Et puis, un poste non permanent suite au changement d'organisation à la médiathèque, où on a un agent de Cône qui est devenu responsable de la médiathèque de Donzy, et qui sera remplacé par un chargé de projet de développement des activités jeunesse pour la petite enfance au sein du réseau des médiathèques. Et un cadre d'emploi des adjoints du patrimoine territoriaux. Bon, ça c'est une délibération assez classique sur le tableau des effectifs. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, il vous est proposé de modifier le tableau des effectifs comme annexé à la présente délibération et d'inscrire les dépenses obligées, elles le sont déjà. Ce ne sont pas de nouvelles dépenses. S'il n'y a pas de questions, je vais vous demander qui est contre, qui préfère s'abstenir. Je vous remercie. Ensuite, on a 3 délibérations assez techniques qui sont liées. La première sera sur l'adhésion à la convention de participation du centre de gestion de la Nièvre pour la protection sociale. La deuxième sera l'adhésion au centre de gestion au titre de la santé. Et la troisième, ce sera pour définir la participation employeur pour les 2 premières. Voilà, je vous ai fait un petit résumé avant de rentrer dans le détail. Alors, la délibération 4 portera sur l'adhésion à la convention de participation du centre de gestion de la Nièvre pour la protection sociale complémentaire, dite PSC, au titre de la prévoyance pour la période 2026-2031. Alors, c'est technique, c'est pas très facile à résumer. Quand même, ce que je peux vous dire pour résumer, c'est que la collectivité doit proposer à ses agents une solution de prévoyance depuis le 1er janvier 2025 dans le but de garantir leurs ressources en cas de maladie, d'invalidité, éventuellement de décès ou de perte de retraite. Le centre de gestion de la Nièvre propose un partenariat avec la Mutuelle nationale territoriale MNT,
une offre par le biais d'une convention de participation pour le volet prévoyance à compter du 1er janvier 2026 pour une durée de 6 ans, permettant de proposer aux agents des garanties de prévoyance aux coûts les plus avantageux grâce à l'effet de mutualisation. Ensuite, je peux vous dire que la convention de participation proposera une garantie de base incluant une garantie de perte de revenus en cas de congé de maladie, congé maladie ordinaire, congé longue maladie, congé longue durée, congé grave maladie, impliquant le maintien à 90% du traitement indiciaire net, ainsi que sur l'IFSE net, indemnité. L'IFSE, je vous le rappelle, c'est l'indemnité de fonction et de suggestion et d'expertise. Et le plus généralement de tous les éléments fixes et récurrents de la rémunération. L'indemnisation débutera à compter du passage à demi-traitement pour les agents CNRACL et concernant les agents non titulaires, une partie à partir du moment où leurs droits statutaires ne leur permettront plus de toucher un plein traitement. Une garantie invalidité indiquant en cas de perte de revenus le maintien à 90% du traitement indiciaire net ainsi que l'IFSE net et plus généralement, comme pour le premier chapitre, tous les éléments fixes et récurrents de la rémunération. D'autres options facultatives sont proposées au choix de l'agent, donc une garantie invalidité perte de retraite, une garantie d'essai ou perte totale irréversible d'autonomie. L'évolution tarifaire, les taux sont garantis pendant 3 ans. Au-delà de cette date, l'augmentation maximale du montant de la cotisation est plafonnée à 15% par an, sous réserve que la MNT puisse légitimement justifier auprès du centre de gestion d'une augmentation de ses coûts. Alors, ça a bien sûr été proposé dans toutes les instances, y compris comité social territorial, aux agents, commission RH, au bureau. Et puis ce soir, donc en conseil communautaire. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, il nous est proposé d'adhérer à la convention de participation en prévoyance telle que mise en œuvre par le centre de gestion de la Nièvre à compter du 1er janvier 2026. De prendre acte des conditions d'adhésion fixées par la convention de participation et de m'autoriser à signer tous les documents et actes qui s'y affèrent. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Est-ce que quelqu'un préfère s'abstenir? Ça n'a pas été au bout. Je vous remercie. Merci Patrick. Nous avons maintenant la deuxième délibération, qui est l'adhésion à la convention de participation du centre de gestion de la Nièvre pour la protection sociale complémentaire, PSC, mais toujours maintenant au titre de la santé et plus au titre de la prévoyance pour la même période 2026-2031. Alors c'est toujours pas plus facile à résumer. Est-ce que vous voulez que je vous apporte des précisions sur le contenu? Est-ce que parce que on l'a passé dans toutes les communes. Voilà. Ça concerne. Donc, il vous est proposé d'adhérer à la convention de participation en complémentaire santé telle que mise en œuvre par le centre de gestion de la Nièvre à compter du 1er janvier 2026. De prendre acte des conditions d'adhésion fixées par la convention de participation et de m'autoriser à signer les documents et actes ci afférents. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Est-ce que quelqu'un préfère s'abstenir? Écoutez, je vous remercie. Et donc la troisième délibération, c'est la participation employeur au titre de la protection sociale complémentaire, prévoyance et santé. Non mais c'est quand même important parce que c'est évidemment là on va se le dire, vous allez vous le redire dans les communes, donc ça va rentrer tout ça, mais c'est pas toujours. Alors, considérant que la communauté de communes Cœur de l'Or souhaite proposer une offre de protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance dans le but de garantir les ressources de ses agents
en cas de maladie, invalidité ou décès, ou pour le risque santé pour compléter le remboursement des soins non pris en charge par le régime général de la sécurité sociale. Vu les obligations réglementaires de participation employeur pour aider à couvrir ces deux risques, uniquement pour les agents ayant souscrit aux conventions de participation, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret 2011-1474 du 8 novembre 2011. Vu l'avis favorable du comité social territorial en date du 11 septembre 2025, il vous est proposé de fixer le montant de participation employeur pour la prévoyance à 13 € brut mensuels par agent, sous réserve de nouvelles dispositions réglementaires auxquelles la collectivité sera soumise d'office sans avoir besoin de délibérer à nouveau. C'est-à-dire que l'État peut nous imposer un montant différent, uniquement pour les agents souscrivant à la convention de participation avec le CDG. Il vous est également proposé de fixer le montant de participation employeur pour le risque santé à 15 € brut mensuels par agent, avec les mêmes réserves sur les dispositions réglementaires qui peuvent évoluer. D'inscrire les dépenses correspondantes au budget, évidemment. Alors on voit qu'à travers ces délibérations, on se rapproche du régime général, du régime appliqué en droit privé. Est-ce que vous avez des questions? Alors je vous l'ai dit en préambule, l'avis favorable du comité social territorial, c'est donc l'avis favorable des agents. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un préfère s'abstenir? Je vous remercie. Je vais maintenant passer le micro à Marie-France pour l'UPC. Alors, il s'agit encore d'une histoire d'adhésion. On n'en sort pas ce soir. Et ça concerne l'adhésion à l'éco-organisme Citeo-Pro dans le cadre de la loi EGalim. Donc, je vais vous lire également la synthèse que m'a gentiment fait Alexandre pour que ce soit plus clair pour vous. Alors, le contexte réglementaire, je vous rappelle que depuis janvier 2025, la loi EGalim impose la fin des contenants plastiques à usage unique pour la cuisson et le service dans les cuisines collectives. Par ailleurs, toute structure mettant des emballages sur le marché doit désormais adhérer à un éco-organisme agréé dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, plus courtement dit REP, dont l'entrée en vigueur est prévue pour début 2026. Alors, la société Citeo Pro est une filiale de Citeo et Adelph. Elle est à ce jour le seul éco-organisme agréé depuis mars 2024 pour la responsabilité élargie de producteurs, liée aux emballages professionnels dans le secteur de la restauration, collectivités, CHR, etc. Les objectifs de cette société, c'est d'encourager l'éco-conception des emballages, développer le réemploi sans perturber les systèmes existants, mettre en place une collecte et un tri efficace à coût maîtrisé, sensibiliser les acteurs au principe des 3 R, réduire, réutiliser, recycler. Leur service, c'est l'accompagnement réglementaire pour nos structures concernées, soutien pour le tri à la source, la collecte, le réemploi et le recyclage, et la mise à disposition d'outils de suivi et de traçabilité environnementale. Nous pouvons aussi bénéficier d'aides et de financements qui seront accessibles via cette adhésion. Le financement par bac gastronome réemployé et tracé pour tout appel à projet en faveur du réemploi
et l'aide à l'investissement pour du matériel, bac, lave-vaisselle, etc. Ces dispositifs visent à réduire les coûts logistiques du réemploi et à favoriser la création de boucles de réutilisation viables économiquement. L'impact pour Cœur de Loire, c'est que cette adhésion permettra de nous mettre en conformité avec la réglementation actuelle et à venir, de bénéficier d'un accompagnement opérationnel et d'accéder à des financements et aides ciblées, sachant que le coût estimé à cette adhésion annuelle est d'environ 100 € pour la cuisine collective de Cœur de Loire, selon le volume d'emballage utilisé. Si vous avez des questions, avant que je vous pose... Ouais. Adhésion annuelle. Alors, je voulais juste vous préciser également, c'est que nous sommes toujours en phase test des contenants. Donc, les contenants qui vont être désormais utilisés sont des contenants inox. Et le problème qui était rencontré, c'est sur les couvercles. Donc là, on est sur une deuxième phase test. Et une fois qu'on aura vraiment validé l'utilisation de ces contenants, ils seront élargis à l'ensemble des cantines. Voilà. Pas de questions? Non. Le portage des repas, ça reste des contenants... puis c'est pas possible puisqu'on le dépose chez l'habitant. Donc c'est des emballages recyclables. Recyclés, pardon. Donc il vous est proposé de valider l'adhésion à cette collectivité, de la collectivité à citer au PRO, afin d'assurer la conformité réglementaire et de s'inscrire dans une démarche de développement durable et de réduction des déchets. Est-ce qu'il y a des gens qui s'y opposent, qui s'abstiennent? Merci. Merci Marie-France. Je vais maintenant transmettre le micro à Daniel pour une première délibération sur l'école de musique et plus précisément sur Réseau Nièvre et une deuxième sur le réseau des piscines. C'est cela. Alors Réseau Nièvre, c'est une modification des statuts qui a été approuvée au dernier conseil d'administration en juin 25. Les modifications portent sur le retrait de 3 communes, la commune de Fleury-sur-Loire, de la Fermeté et de Sougy-sur-Loire, étant donné qu'il y a une absence totale de projet par l'ensemble de ces collectivités. Donc il a été souhaité de les sortir de l'ensemble de nos statuts. On a modifié également la représentation des membres et le délai requis pour la seconde convocation. Jusqu'à présent, la représentation des membres ne tenait compte que de ceux qui étaient présents et très souvent, donc, on n'avait pas le quorum. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il a été accepté, donc ceux qui sont présents et également ceux qui se font représenter de manière à ce qu'on puisse débattre. Et donc de réduire le délai de la seconde convocation uniquement à 8 jours. On a apporté également une précision pour le vote du budget primitif, de manière à ce qu'on soit en concordance avec le vote des budgets de des collectivités adhérentes. On a apporté une précision, parce qu'il fallait le noter, sur la désignation du comptable de l'établissement, le comptable de l'établissement étant le comptable de la DGFiP. Et enfin, une suppression d'un titre 4 pour les dispositions transitoires et finales qui n'ont jamais été mises en place au moment de la création de l'établissement et qui ne servent strictement à rien. Et pour que ces modifications soient validées, il faut que toutes les collectivités acceptent. Il vous est donc proposé d'approuver ces modifications et d'approuver les nouveaux statuts de réseau tels qu'ils viennent de vous être présentés. Est-ce que vous avez des questions? Il y en a qui s'abstiennent, il y en a qui sont contre. Tout le monde est pour, c'est parfait, je vous remercie. Et puis le deuxième point, c'est le réseau des piscines. Le réseau des piscines, on a une convention tripartite avec le conseil départemental du Cher, avec le collège de Sancerre. Et donc,
Et donc, je veux dire, c'est tout. Puisque donc depuis plusieurs années, il y a les élèves du collège de Sancerre qui viennent utiliser notre piscine communautaire et ils sont facturés à la ligne. Il y a une convention qui a été mise en place par le conseil départemental du Cher qui a attribué une somme pour développer le sport. La façon dont nous, on leur facturait la ligne et la façon dont la convention qu'ils nous proposent, ils nous proposent de passer la ligne d'eau, ils nous l'avaient proposé à 25,49 €, ils nous proposent de la passer à 23,17 € par ligne d'eau et par heure. Eh bien, il faut les suivre, parce qu'actuellement, tel qu'on leur facture, nous, une année, ça nous rapporte environ dans les 660 €. La proposition qu'ils nous proposent, même à la baisse, ça va nous rapporter environ 1300-400 €. Donc, on a tout intérêt à suivre leur convention. C'est une opération gagnante pour la collectivité. Et étant donné que le département a alloué cette somme au développement sportif, ben on va en profiter. Voilà. Je vous demande donc d'autoriser le président à signer cet avenant numéro 2 de cette convention, telle que vous avez pu la lire et qu'elle est jointe à votre débat. Est-ce que vous avez des remarques ? Je veux juste savoir comment en baissant de 2 €, parce que si, parce qu'ils sont comme nous. Si comme la nous, tarification horaire baisse, donc moi je veux savoir par quoi on multiplie et par quoi on ne multipliait pas avant. Oui, mais jusqu'à présent, on ne tenait pas compte de leur... parce qu'ils nous l'ont déjà proposé l'année dernière et on l'avait refusé, si vous vous souvenez. On en a déjà parlé de ça. L'année dernière, ils nous ont proposé de baisser le tarif horaire. Oui. Moi, je veux juste savoir, avant, c'était multiplié par quoi, et aujourd'hui, ce tarif horaire est multiplié par quoi ? Parce qu'en augmentant en baissant de 2 € et multiplié par 2, c'est pas, moi, c'est quoi le calcul ? Le calcul, c'est que on ne tient pas compte aujourd'hui des chiffres qui nous sont proposés dans la convention. On tient compte d'un calcul que la Comcom faisait et on leur attribuait, on leur facturait ce que l'on jugeait qui nous coûtait. Mais ils veulent absolument mettre en place cette convention. Et si on met la convention et si on les suit, on a une augmentation pratiquement de 50% par rapport à ce qu'on pratique aujourd'hui. Parce qu'en fait, il n'y a pas de baisse, si tu veux. Il n'y a pas de baisse, en fait. Parce que le tarif, en passant de 25 à 23, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, on n'appliquait pas 25. Il n'était pas appliqué. Puisqu'on avait refusé la convention. Donc on appliquait un tarif qui est plutôt notre tarif voté en instance, mais qui est très nettement inférieur. Donc en fait, on a tout intérêt à accepter la convention. C'est un tarif supérieur à nos tarifs Cœur de Loire. Et est-ce qu'on peut savoir combien nous coûte la ligne d'eau qu'on leur facture ? Eh ben, pratiquement 50% de moins que ce qu'ils vont nous donner. Je n'ai pas dit combien ça nous rapporte. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que... Ce serait sans doute calculable, parce qu'il y a de la masse salariale, il y a de l'entretien, c'est pas évident. Et moi, si j'étais opposé à ce que déjà, le conseil départemental du Cher nous impose son mode de calcul. 2, je me rappelle quand on a essayé de monter la rénovation déjà avec... Loire-et-Noin à l'époque, et qu'on avait demandé 1 € au moins d'aide à l'investissement, on nous a dit c'est chez vous, débrouillez-vous. Donc moi, j'aimerais savoir combien nous coûte une ligne d'eau, et je considère que pour le conseil départemental du Cher, par exemple, il nous paye ce que ça nous coûte. C'est ça et j'aimerais bien, on ne les aura pas ce soir, on va voter, c'est pas le sujet, mais j'aimerais bien savoir quand même ce que ça nous coûte vraiment, mais moi ça me pose un souci, ça me pose un vrai sujet que... Voilà, une collectivité qui participe à rien nous impose sa tarification. Oui, mais dans la mesure où ils t'imposent une tarification qui est supérieure à ce qu'on leur demande. Non, mais ça veut dire qu'on calculait mal avant. C'est pas le sujet, c'est pas. Je comprends pas la délibération. Je vais bien vous faire confiance parce que ça nous rajoute. Mais j'aimerais bien savoir combien ça nous coûte. Ce qu'on peut demander à Alexandre, c'est qu'il veut avec le directeur de la piscine, de ce que nous coûte une ligne d'eau. Alors ça va être sûrement pas facile à calculer. Hein. Bah oui. C'est une ligne d'eau horaire, par exemple, mais ça tient compte de la masse salariale, ça tient compte du coût de traitement. L'électricité, c'est... Parce que... Il n'y a pas deux ? Ouais. D'accord. Bah oui.
Ça va, enfin, Ça va pas je être veux très bien facile, essayer, on mais va ça va pas essayer être de facile. Hein, parce que dans la piscine, on n'a pas que des lignes d'eau. On a également le petit bassin, on a la pataugeoire, on va essayer de te calculer, mais le fait c'est que le département du Cher a attribué une somme pour le maintien et le développement sportif. Et donc, quand il calcule, pour la piscine du lycée, comment ? C'est apolitique, voilà. Il nous attribue une somme, bon voilà. Enfin, moi, je suis favorable quand d'un côté, je dis, moi, je vous facture ça à 660, et de l'autre côté, on me dit, bah non, moi, je vous en donne 1400. Eh ben, merci. Je pense que... Mais je suis d'accord avec toi, on peut pousser plus loin. Moi, je suis sûr, je vois pas ce qui est politique, apolitique, etc. Moi, je me fiche là. de savoir. Moi, si le conseil départemental du Cher, pour une piscine qu'il a financée au Cher, il donne 23,17 € par ligne d'heure, et qu'il donne la même chose chez nous, alors qu'on a tout financé, ça me pose un souci. Et je considère qu'ils doivent quand même contribuer un petit peu plus, parce que, voilà, moi, c'est... Ouais. Oui, tu vois le problème dans un autre... Ah ben oui, c'est... Bon, je veux bien qu'on essaye avec Alexandre. On va voir si on peut te sortir le coût d'une ligne d'eau. Mais moi, personnellement, je te ferai une belle formule mathématique. Je vais essayer. Bon, mis à part ça, est-ce qu'il y a des oppositions ? Oui. Maintenant, appuie au milieu. Non, arrête la droite, appuie au milieu. Ah. Ouais. Et ça y est, maintenant appuie au milieu. Problème tactile. Ah. Bon, ça y est. Ok. Juste une petite remarque, c'est pas pour aller contre le vote, loin de là. Oui. Mon collègue de Garchy doit être là aussi, je sais pas s'il a le même problème. Nous, on travaille avec la charité. Ouais. On était à la ligne d'eau à 40 €, ils viennent de nous passer à 50. Alors là, je suis en train de voir comment on va s'organiser. Après, c'est les temps de délai. On a un quart d'heure, 20 minutes pour aller à la charité. Ça, Si t'en on avais vient à déjà parlé, Cône, oui. c'est 35 minutes. Ouais. Donc on est en train d'étudier ça pour la rentrée. Et en plus, Alors- tu ne payeras pas la ligne d'eau. Oui. Alors à 23 €, c'est pas cher. Bon. Ok, on va répondre à la question de Hicham. On va essayer de développer ça. Bien, donc, c'était pas une opposition, c'était une remarque. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Voilà. Ok. Ça y est, c'est bon, on y arrive. Je ne veux pas remettre une pièce, mais je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit Hicham et Patrick, c'est que la charité nous donne son coup. Là, c'est à nous de donner le coup à Sancerre, et c'est pas Sancerre, enfin le comité, le département du Cher, de nous imposer un prix, quoi. Là, on voit bien que c'est la charité qui impose son prix à nos communes, et elles n'ont pas le choix. Donc là, c'est notre piscine. Je pense que je rejoins Hicham. Hein. C'est à nous de donner notre coût réel, quoi. On va regarder nos tarifs réels, nos coûts réels. Ouais, d'accord. On développera la prochaine fois. Ok. Ouais. Oui, je disais, oui, bon, on vient d'échanger un petit peu avec Alexandre. On vous apporte la solution au prochain conseil. Voilà. Donc, pour l'instant, on signe. Parfait. Quoi ? On reporte. On reporte. Oh, bah, vous me perdez plus de 600 €, là. Bon, alors on reporte. À la prochaine fois. Ouais.
fait un tarif à la ligne d'eau. Alors. Voilà. Commission rapide. Et alors, commission piscine, je vous le dis, hein, c'est celle, moi j'essaie de faire toutes les commissions, j'arrive globalement, c'est celle où il y a le moins de participants. Donc là, je vous demanderais vraiment à ce qu'il y ait un peu de monde qui vienne à la commission, à ceux qui sont déclarés membres de la commission. Hein, parce que sinon, on va se retrouver à prendre des décisions à deux. Commission sportive. Ah. Même pas. Donc on redira qui est membre, parce qu'on ne peut pas prendre des décisions à si peu. Enfin, bien sûr, la commission, elle ne prend pas de décision, mais elle influence quand même, quoi. Ouais. Ok, merci. Maintenant, le micro à Michel pour les modalités de financement du service prévention, collecte et traitement des déchets. Alors, pour mémoire, en mars 2023, l'organisation suivante a été retenue pour la collecte des déchets. Ordures ménagères, collecte en porte-à-porte, en sac, selon la fréquence C1, uniquement pour l'hypercentre de Caunes et la zone collective, quartier Saint-Laurent et HLM de Jonzy. C05, CO05, pour le reste du territoire, sur l'ensemble des autres communes. Matériaux recyclables. Collecte en porte-à-porte, multimatériaux en sac selon la fréquence C1, uniquement pour l'hypercentre de Caunes et la zone collective du quartier Saint-Laurent et de Donzy. Et CO05 pour le reste du territoire. Collecte du verre en point d'apport volontaire, comme avant. Les déchetteries, accès sans limitation de passage aux 3 déchetteries du territoire. Biodéchets mis à disposition de composteurs individuels et collectifs. Financement du service Tommy. En septembre 2024, il avait été acté de rester en tome classique pour l'année 2025. À ce jour, l'ensemble du travail préparatoire n'a pas été réalisé pour pouvoir mettre en place une Tommy dès le 1er janvier 2026. Il vous a donc proposé de valider le financement du service par la TOM en 2026, de donner pouvoir au président ou à son représentant pour prendre toute mesure d'exécution liée à la mise en œuvre de la présente délibération. Nous avons une commission mercredi prochain. Après-demain, c'est ça. Donc pour préparer justement ce qu'on a discuté l'autre jour en conseil communautaire, pour la Tommy. On ne va pas en débattre ce soir, on en a parlé l'autre jour, et la commission va valider ce qui a été proposé l'autre jour, je pense. Voilà. Et sur la Tommy, faire une proposition aussi sur le taux, en même temps. Mais il faut quand même qu'on avance, parce qu'au dernier moment, il sera trop tard. Il faut mieux prendre un peu d'avance. Allez-y. Carole, allez-y. Micro, s'il vous plaît. Ça marche. Oui, oui, alors effectivement, on en a déjà parlé en commission, mais néanmoins, tout le monde n'était pas présent. Donc, je souhaitais quand même exprimer le fait que de ce qu'on a exprimé lors de cette commission, qui était qu'on déplorait quand même ne pas pouvoir être en mesure d'aboutir sur ce point, parce que c'était quand même notre engagement au moment de de tout le travail préparatoire qui a été réalisé sur les nouvelles modalités de collecte et aussi de tarification pour inciter de plus en plus à produire de moins en moins de déchets, évidemment. C'est l'objectif. Et donc, comme l'année dernière, en fait, j'aimerais que cette délibération, ce que j'avais déjà demandé l'année dernière, parce qu'on avait déjà reporté, puisse ajouter le principe que nous précisons que nous voulons instaurer la Tommy, qu'il n'y ait pas uniquement le report de dire qu'en 2026, ça sera de la TOM, ok. De toute façon, on est devant, c'est un principe de réalité, on n'a pas suffisamment avancé, donc on le prend en note, mais qu'on indique bien que
que le Conseil communautaire continue le travail préparatoire à la mise en place d'une TOM incitative. Je vous remercie. Je me permets de reprendre la parole, Michel. Je pense que ça fait consensus, de toute façon, la mise en place de l'ATOMI. C'est le résultat d'un long travail depuis le début de notre mandat. Et moi, On a acté en 2023. Oui, mais on peut le préciser. Nous l'avions acté, Carole, en 2023 déjà, l'ATOMI. C'était acté dans la délibération de 2023. Mais il faut le rappeler. C'est un report. Oui. Là, c'est uniquement un report. On a bien acté la mise en place de l'ATOMI. Vous avez d'autres questions ? Oui, Hicham. Oui. Moi, alors, tout le monde est d'accord pour l'ATOMI jusqu'au moment où les choses seront mises sur la table pour savoir de quelle TOMI on veut. Et là, on verra jusqu'où les accords iront. Moi, ce que je déplore, c'est que on décide aujourd'hui de reporter une décision, alors qui peut-être pourra changer, puisque ce n'est pas nous qui allons décider. Ce sera le futur prochain Conseil communautaire qui décidera ou non de changer la fiscalité, qui décidera de la manière dont la fiscalité sera mise en œuvre. Et dans ce cadre, moi, c'est le calendrier qui ne me va pas. Et j'ai indiqué à quel moment on décide et à quel moment on décide quoi. Il faudra décider de la mise en place d'une TOMI, une taxe incitative, je vais parler comme ça, mais d'une taxe d'enlèvement d'ordures ménagères incitative avant octobre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on délibère aujourd'hui et qu'on a cette délibération, parce qu'il faut prendre la décision. Donc c'est avant octobre de l'année prochaine. Nouveau conseil communautaire installé après les élections de mars, donc avril ou mai, je ne sais pas. Pas si les futurs élus travailleront beaucoup au mois de juillet, au mois d'août, mais il restera très très peu de temps pour s'approprier, sauf s'il y a peu de changements, mais pour s'approprier ce sujet et s'en approprier d'autres. Je rappelle qu'on a parlé du schéma de cohérence territoriale tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il faudra se cogner, le SCOT, revoir le PASS, etc. Et puis peut-être reprendre des choses. Au moins, peut-être réexpliquer certaines choses et puis peut-être en changer quelques-unes parce que les nouveaux élus voudront que telle ou telle chose évolue, change, etc. Et là, idem pour la taxe, la future taxe d'ordures ménagères incitative. Donc moi, j'aimerais bien, parce qu'il y a un travail en commission après-demain, c'est que cette commission propose un calendrier resserré, c'est-à-dire qu'on sache qu'on puisse avancer de manière la plus accélérée possible. Là, avec le retard qu'on a pu prendre, je pense que là, il faut accélérer, de manière à ce que, je ne sais pas, peut-être d'ici la fin de l'année au moins, on puisse y voir un petit peu clair, et puis qu'on voit ce qu'on va léguer en début d'année prochaine comme travail pour le futur conseil communautaire. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans un truc qui peut-être nous amène à reporter éventuellement l'année prochaine. Le sujet de la... si on a des nouveaux élus qui arrivent et disent attendez, nous on veut prendre le temps, on ne comprend pas, on va peut-être prendre le temps d'une année supplémentaire. Donc voilà, moi j'alerte vraiment là-dessus parce que sur le calendrier qu'on a pu voir, on a pu avoir une réunion intéressante. Je remercie Sylvain de l'avoir organisé, mais là-dessus, j'aimerais bien quand même qu'on soit plus, que ce soit beaucoup plus clair et que ça ne nous emmène pas vers une démarche qui nous amène peut-être à tout chambouler après mars ou avril l'année prochaine. Quand je dis nous, il, futur. Alors, je me permets, Michel, un calendrier, telle étude sera travaillée à la commission et sera proposée vraiment rapidement, ce qui ne nous protégera pas d'un changement de cap des élections. Ah oui, ça peut se faire. Mais en tout cas, vraiment, on en parle parce que les échéances sont proches, mais que ce soit le SCOT, l'ATOMI ou tout le reste, bien sûr, notre rôle, c'est de continuer à travailler et puis on verra ce que la future assemblée décidera. Il y a une partie d'entre nous qui sera sûrement toujours là. Évidemment, il n'y a jamais un renouvellement à 100%, mais
on ne le connaît pas, on est incapable de le connaître. Entre ceux qui ne seront pas candidats à leur succession et ceux qui ne seront pas élus, il y aura forcément un renouvellement important, comme à chaque fois. Mais en tout cas, notre volonté, à Michel, bien sûr, VP en charge, et puis à Isabelle qui dirige le service, c'est de proposer d'y travailler rapidement. Et puis, tant que je serai président de la collectivité, j'en serai garant. Et ça, c'est comme pour tout le monde, jusqu'en mars prochain, quoi. Merci en tout cas pour ces remarques. Je te redonne la parole, Michel. Oui, je pense, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, mercredi, il faut qu'on avance sur pas mal. Il est à l'ordre du jour, le calendrier, il faut qu'on avance et puis qu'on prenne peut-être même, qu'on anticipe un peu sur l'atomisme. À mon avis, il faut qu'on le fasse et après les futurs élus, ils feront peut-être un autre choix, mais on le verra, ça c'est... Je ne sais pas, mais bon, nous, il faut qu'on fasse une proposition. C'était un engagement pour l'atomie, donc je pense qu'il faut qu'on aille au bout. C'est mon sentiment. Sachant, si je peux me permettre, c'est que d'ici la fin de l'année, il y aura aussi, peut-être pas à préciser, mais ça peut créer de la confusion, mais une enquête auprès des habitants pour savoir quel type de bac ils pourraient, d'ordures ménagères, c'est ça. Donc, quel volume ils aimeraient. Donc, c'est une préfiguration de l'atomie ou pas. Donc, il faudra faire attention quand même, parce que là, ce que les gens, voilà, qu'on soit bien, que les gens comprennent bien ce qui est fait. Et après, voilà, je ne sais pas si le fait de proposer des bacs, ça préfigure déjà quel type de taxe d'ordures ménagères sera mise en place ensuite, donc il faut faire attention aussi à la confusion qu'il peut avoir. Alors, sur le type, je pense qu'on était, bien sûr, ça reste ouvert, mais on est à peu près tous arrêtés sur une incitation à la levée. On a échangé sur tous les types jusque-là, mais on était plutôt sur la levée. Bien sûr, avec un mode déclaratif de choix de... Les moustiques chez toi, Bernard. De choix de bac en fonction du nombre d'habitants. Mais enfin, là, je ne peux pas rentrer plus dans le détail puisque c'est des choix qui restent à faire. Je te redonne le micro, Michel. Oui, donc je pense qu'on va affiner mercredi tous ces sujets et puis voilà, on vous les proposera au prochain conseil. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Philippe. C'est pas une question, c'est plutôt par rapport à l'incitatif. Je suis pour, mais par contre j'ai une grande crainte qu'on trouve de plus en plus de dépôts sauvages. Parce que connaissant se rendant compte de la mentalité actuelle des gens, les gens vont prendre évidemment le taux où ils vont payer le moins cher. Et puis le reste, admettons, ils vont prendre une levée, mais la deuxième levée, ils en auront. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont balancer. Je fais de l'effet au micro. Ils vont, s'ils prennent qu'une levée, la deuxième levée, ils vont la balancer un peu n'importe où. Comme j'ai encore eu le cas ce matin dans ma commune, c'était les jaunes et il y a quelqu'un qui a été balancé des noirs dans les jaunes, mais pas chez lui évidemment, chez des autres, dans un autre hameau à côté et tout. Voilà, donc c'est la grosse crainte que j'ai avec l'incitatif, quoi. Philippe, tu sais, tu as forcément un peu raison. D'ailleurs, le risque, il avait été mesuré par le cabinet d'études sur tout ce qu'on fait là et tout ce qui peut être ressenti comme une contrainte pour les gens, fait exacerber les incivilités. Mais ça, on ne peut que espérer qu'il n'y en ait pas trop. Mais malheureusement... Oui, donc il y avait une autre question, non ? Non, c'est bon. Bon, on passe au vote. Qui s'abstient ? Oui, pardon. Est-ce que la délibération, elle est modifiée ou pas ? Parce que moi, je m'abstiens sinon, mais... Donc, je m'abstiens. D'accord. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Abstention ? 3. C'est Martine. Donc adopté. Président, vous avez la parole.
Merci Michel. Alors, juste un petit mot, hein, vous avez vu, l'ordre du jour est épuisé, le conseil n'était pas très chargé, mais simplement je voulais vous redire tout à l'heure, c'était pas anodin si je vous ai parlé de la participation à la commission piscine, ça a été quand même un petit problème, mais au-delà de ça, si j'ai pu paraître peut-être embêtant, je voulais quand même vous féliciter parce que on voit qu'il y a encore une assez forte participation à nos commissions, même en fin de mandat. Malheureusement, on peut voir que par exemple, pour ceux qui étaient avec moi au PETR la semaine dernière, on était la collectivité la plus représentée, presque au complet d'ailleurs, en titulaire suppléant pratiquement, et on n'avait pas le quorum parce qu'il y a des collectivités il y a des élus qui se déplacent plus. Donc moi vraiment, je nous encourage à rester mobilisés jusqu'au bout du mandat que les habitants nous ont confié. On a été élus pour ça, et en tout cas, je pense que ici on est tous d'accord, mais j'aimerais que cette voix porte un peu plus loin parce que des comités de pays sans quorum, c'est quand même de plus en plus fréquent et c'est vrai que c'est pas simple, mais on a des suppléants en plus, donc on peut se mobiliser. En tout cas, voilà, je vous remercie. Je vous remercie pour la tenue de ce conseil et les échanges, la qualité des échanges. On a un certain nombre de commissions dans les prochains jours et prochaines semaines, donc nous vous y attendons nombreux. Voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée.